Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Orenana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de l'Outaouais ainsi que d'une partie de l'Anaudière. Et nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant qui, en raison de la grève à Poste Canada, met en place un point de service temporaire à la cour municipale située au 1145 rue de Saint-Jovite afin de permettre aux électeurs et électrices d'obtenir leur carton d'information confirmant leur inscription à la liste électorale et précisant leur lieu de votation. Ce service sera accessible du 10 au 17 octobre de 8h30 à 19h ainsi que le 18 octobre de 8h30 à 15h. Les citoyens peuvent également vérifier leur inscription en ligne à l'adresse vdmt.ca/élection-2025. Après vérification de leurs renseignements, incluant leur inscription et leur adresse, ils disposent jusqu'au 18 octobre à 15h pour apporter toute modification devant la commission de révision, puisqu'aucun changement ne pourra être effectué après ce délai. Les personnes dans l'impossibilité de se déplacer ou ayant des questions peuvent communiquer directement au 819-681-6417. Pour plus d'informations sur les élections municipales, il est aussi possible de consulter le site de la Ville au vdmt.ca/élections ou celui d'Élections Québec à électionsquebec.qc.ca. Pour sa 14e édition Première scène, Mont-Tremblant revient en 2026 avec une programmation vibrante et électrisante qui promet de séduire tous les publics. Du 30 janvier au 12 décembre, l'église du village se transforme en salle de spectacle intimiste et chaleureuse, tantôt en formule cabaret, tantôt en formule debout, pour accueillir des artistes de renom, des figures montantes et des projets uniques. La saison s'ouvrira le 30 janvier avec Damien Robitaille et son spectacle festif Ultraviolet, une invitation à la bonne humeur avant de laisser place le 7 février au rappeur Loud, figure incontournable de la scène québécoise dont les textes puissants et rassembleurs galvaniseront un public debout. Le 20 février, Ariane Moffat reviendra avec Air de jeu, un univers synth-pop festif qui revisite ses grands succès et introduit de nouveaux morceaux porteurs d'émotions universelles. Le 28 février, le public vivra l'intensité du Festival du film de montagne de Banff, qui célèbre ses 50 ans avec des images spectaculaires d'aventures humaines et de paysages à couper le souffle présentés en après-midi et en soirée. Le 7 mars, Marc Derry proposera « J'aime ça quand t'es là », un spectacle intime empreint de spontanéité où folk et expérimentation sonore accompagnent sa plume imagée et sensible. Le 14 mars, Marie-Annick Lépine, membre des Cowboys Fringants, conviera les spectateurs à un voyage sincère et touchant avec son spectacle « Le cœur est un rêveur » dont 1$ par billet sera remis à la Fondation Cowboys Fringants. Le 21 mars, Freds présentera « On s'enverra des fleurs », une prestation intense et poétique où ses textes personnels deviennent des miroirs pour chacun, avant que Tire le Coyote, le 27 mars, n'apporte son nouvel album « Dynastie », porté par une voix singulière et une poésie envoûtante, également associé à un don de 1$ par billet à la Fondation Cowboys Fringants. Le 4 avril, la mythique Ligue nationale d'improvisation fera vibrer Mont-Tremblant avec ses matchs hauts en couleur où l'humour, la créativité et l'imprévu régneront en maître. Après une pause estivale, la saison reprendra le 9 octobre avec Diane Tell, qui célébrera ses 50 ans de carrière lors d'un concert anniversaire exceptionnel, revisitant ses 15 albums en compagnie de musiciens dirigés par Julien Filion. Le 14 novembre, le public découvrira Anima Aura, artiste de Wendake, qui fusionne électropop moderne et percussion traditionnelle pour créer une expérience sensorielle unique et spirituelle. Le 28 novembre, Viviane Audet transportera la salle avec son spectacle instrumental et narratif « Le piano et le torrent », inspiré de son village natal et empreint de proximité et d'émotion. Enfin, le 12 décembre, Nicolas Pellerin et Les Grands Hurleurs clôtureront la saison avec L'Haillon, une randonnée musicale festive et organique, parfaite pour lancer la période des fêtes.
Cette programmation riche et variée est le fruit d'une volonté d'offrir aux citoyens comme aux visiteurs une expérience culturelle d'envergure alliant chansons, rap, folk, électro, improvisation et cinéma. Les billets sont déjà en vente en ligne au vdmt.ca/PSMT-2026 et un rabais de 10 % est offert aux détenteurs de la carte Accès Mont-Tremblant. La salle, située au 1829 chemin du village, ouvre ses portes 60 minutes avant chaque spectacle. Première scène, Mont-Tremblant confirme encore une fois son rôle d'incontournable vitrine culturelle dans les Laurentides, rassemblant toutes les générations autour d'événements où la musique, le cinéma et l'art vivant se rencontrent pour créer des instants mémorables. La ville de Mont-Tremblant annonce qu'une présentation publique sera organisée plus tard cet automne afin de permettre à la population de prendre connaissance de l'ensemble de la vision et des projets qui façonneront l'avenir du secteur du village. La présentation du projet de coopérative d'habitation, initialement prévue pour la fin août à l'occasion de la dernière séance du conseil municipal, est ainsi reportée à une date ultérieure, cette décision résultant de discussions avec le promoteur du projet, de la disponibilité des équipes concernées et du contexte des élections municipales prochaines. La Ville souhaite inscrire cette initiative dans une vision plus large et intégrée de revitalisation du village afin de démontrer à la population la cohérence des démarches entreprises et la complémentarité des actions en cours et à venir. Ce projet de coopérative d'habitation s'accompagne d'autres interventions structurantes qui marqueront le développement futur du secteur, notamment la vente de certains immeubles municipaux, la réfection de l'édifice Félix-Calvé, l'aménagement du parc situé en bordure du lac Mercier, la bonification des installations sportives, la dynamisation commerciale et la mise en œuvre d'un plan de développement culturel, des initiatives qui s'inscrivent dans la continuité des recommandations formulées par l'architecte Pierre Thibault et l'organisme Rue Principale. La Ville de Mont-Tremblant réaffirme sa volonté de demeurer transparente dans cette démarche et confirme que le processus de consultation publique sur le projet de coopérative d'habitation sera maintenu et se déroulera à l'automne, la date de présentation devant être annoncée au mois de novembre, afin de permettre à l'ensemble de la communauté de participer activement à l'élaboration d'un projet porteur et rassembleur. Après près de 2 ans de négociations, la Ville de Mont-Tremblant et l'Association des pompiers et pompières de Mont-Tremblant annoncent être parvenus à une entente sur les termes de la prochaine convention collective, évitant ainsi un processus d'arbitrage. Cette nouvelle convention, d'une durée de 6 ans et couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029, comporte plusieurs avancées significatives qui contribueront à moderniser les pratiques de travail et à renforcer la capacité d'intervention du service de sécurité incendie. Parmi les mesures phares figure l'introduction de l'horaire de travail 10-14, un modèle largement répandu dans le domaine de la sécurité incendie qui permettra une organisation du travail plus adaptée aux réalités opérationnelles du service. L'entente prévoit également la mise en place d'une gamme complète d'avantages sociaux pour les employés à temps régulier, ainsi qu'une indemnité compensatoire pour le personnel à temps partiel, favorisant une plus grande équité entre les groupes d'employés et contribuant ainsi aux efforts de la Ville en matière d'attraction et de rétention du personnel. La Ville se félicite de cette entente qui améliore non seulement les conditions de travail de ses pompiers et pompières, mais également la qualité et la fiabilité des services rendus à la population de Mont-Tremblant. Jusqu'au 26 octobre prochain, Mont-Tremblant accueillera l'exposition Rue Principale, présentée par la Société du patrimoine Sopabic à la salle Alphonse Desjardins, située au 1145 rue de Saint-Jovite. À travers des photographies, des textes et des objets, l'exposition propose un regard unique sur l'évolution architecturale, patrimoniale et économique de la rue principale de Saint-Jovite et du village de Mont-Tremblant.
tout en offrant un clin d'œil aux municipalités avoisinantes, se voulant ainsi un hommage vibrant au cœur névralgique de ces communautés. L'entrée est libre et l'horaire d'ouverture est le suivant, le lundi de midi à 16h30, le mardi et le mercredi de midi à 17h, le jeudi et le vendredi de 10h à 17h, le samedi et le dimanche de 10h à 16h, à l'exception du 13 octobre, où la salle sera fermée. La SOPABIC, dont la mission est de préserver et mettre en valeur la mémoire collective de la région par ses expositions, publications et activités éducatives, invite chaleureusement la population à aller découvrir cette exposition qui témoigne de l'histoire et de l'identité locale et contribue à transmettre ce précieux patrimoine aux générations futures. La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est fière d'annoncer sa participation à Ville IA, le plus ambitieux projet d'intelligence artificielle appliqué aux villes québécoises, une initiative collective portée par l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine qui réunit 12 villes et une région, des chercheurs de calibre international ainsi que des partenaires issus des milieux municipaux et de la transition écologique. Ville IA a pour objectif de développer des outils d'aide à la décision fondés sur l'intelligence artificielle afin de soutenir les municipalités dans leur adaptation aux défis climatiques, sociaux et économiques grâce à la création d'une infrastructure de données climatiques et sociales permettant d'anticiper et de gérer plus efficacement les crises, de planifier les investissements stratégiques en fonction des vulnérabilités du territoire, de mutualiser les ressources afin de réduire les coûts de gestion des données, de renforcer la résilience des collectivités tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître la souveraineté numérique du Québec. Cette collaboration inédite, menée avec des partenaires stratégiques tels qu'Ivado, Nord-Ouvert, Hydro-Québec, Énergir, Ouranos, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités, illustre la force de l'intelligence collective et bénéficie de l'appui de figures reconnues, dont Yoshua Benjo, directeur scientifique de Mila et d'Ivado, Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, et Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Pour Sainte-Anne-des-Lacs, ce partenariat représente une occasion unique d'accéder à des données et à des outils précieux afin d'anticiper les risques, d'orienter les décisions et de protéger la qualité de vie de la communauté, tout en contribuant aux côtés d'autres municipalités et d'experts à bâtir un Québec plus durable, plus solidaire et mieux préparé aux défis de demain, qu'ils soient climatiques, économiques ou sociaux. La municipalité de Piémont est à la recherche de 2 citoyens désireux de s'impliquer activement dans la vie municipale en siégeant au comité consultatif d'urbanisme. Ce comité joue un rôle essentiel dans la planification et le développement du territoire en veillant notamment à la protection du patrimoine et du paysage, tout en accompagnant la croissance harmonieuse de la municipalité. Les personnes intéressées à contribuer à la réflexion et aux décisions entourant l'aménagement urbain sont invitées à soumettre leur candidature d'ici le 1er novembre 2025 à l'adresse courriel croi@piemont.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, il est aussi possible de communiquer avec l'administration municipale au 450-227-1888 au poste 1. La ville de Prévost est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la première pelletée de terre marquant le début des travaux d'aménagement d'un nouveau parc canin au centre récréatif du lac Écho. Il s'agit d'un projet attendu par de nombreux citoyens et qui est aussi destiné à offrir un espace spécialement conçu pour les chiens et leurs propriétaires. Cet aménagement vise à répondre aux besoins croissants des familles et des amateurs de plein air de disposer d'un lieu sécuritaire et adapté permettant aux compagnons à 4 pattes de se dépenser, de jouer et de socialiser tout en favorisant la convivialité entre les propriétaires. Le futur parc comprendra du mobilier urbain pour assurer le confort des usagers, des poubelles désignées pour maintenir la propreté du site ainsi qu'une clôture sécurisée afin de garantir un environnement sécuritaire. L'ouverture est prévue à l'automne 2025 au terme des travaux d'aménagement.
Le maire de Prévost, M. Paul Germain, a souligné avec enthousiasme le lancement de ce projet en rappelant que le nouveau parc canin du lac Éco démontre la volonté de la ville de répondre concrètement aux besoins de sa population, tout en créant un lieu où chiens et maîtres pourront partager des moments de complicité et de plaisir. La Ville remercie chaleureusement l'ensemble des citoyens qui ont manifesté leur appui et leur enthousiasme à l'égard de ce projet et la Ville invite la population à demeurer à l'affût des prochaines communications concernant l'avancement des travaux et l'annonce de l'ouverture officielle de ce nouvel espace de rencontre et de socialisation. Revenez-nous après la pause. Sport Coaching, le site de paris sportif numéro 1 au monde. Wow, bravo. Mais vous êtes où dans le monde? On est à l'international. OK, mais est-ce que vous êtes au Québec? On est dans l'Internet. Fait que mon argent s'en va À l'international? Dans dans l'Internet. l'Internet. Bon, ben, Sport Coaching. Quand vous choisissez l'Auto-Québec, le seul site de paris sportifs et de casino 100% légal et local, ça reste au Québec. Bonjour. Salut. As-tu des nouvelles de Luc? Ouais, j'en ai eu. OK. Il est super content de son nouvel emploi. Grosse journée en vue. Ouais, comme d'habitude. J'ai pas mal de factures à gérer. Encore aujourd'hui, il existe un écart réel entre les hommes et les femmes. Un écart salarial dû à la sous-évaluation des emplois féminins. Bon appétit. Bon appétit. Ensemble, nous pouvons corriger cette situation. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. La Ville de Prévost informe la population de plusieurs initiatives et rappels importants à l'approche de l'automne. En prévision des élections municipales du 2 novembre 2025, un appel est lancé pour le recrutement de personnel électoral. Les personnes intéressées devront être disponibles notamment lors du vote par anticipation le 26 octobre, ainsi que le jour du scrutin, en plus de certaines journées de révision de la liste électorale. Une séance de formation rémunérée sera également offerte aux personnes retenues et les candidatures peuvent être déposées auprès du service des élections de la Ville. Du côté environnemental, les citoyens peuvent désormais emprunter gratuitement la remorque municipale par le biais du Partage Club, une ressource pratique tant pour un déménagement que pour un transport vers l'écocentre. Par ailleurs, plusieurs programmes d'économie d'eau sont en cours avec la remise gratuite de pluviomètres et des subventions pouvant atteindre 225 $ pour le remplacement de toilettes, 50 $ pour des pommes de douche à débit réduit et jusqu'à 1 000 $ pour l'acquisition d'équipements de récupération d'eau de pluie. La Ville encourage également la revalorisation des retailles de cèdre grâce à un service gratuit de collecte offert en collaboration avec l'entreprise Arbre Essence, permettant leur transformation en huile essentielle et autres produits dérivés. En matière d'entretien, la municipalité rappelle aux propriétaires leurs responsabilités quant aux fossés et ponceaux, conformément au règlement en vigueur, et précise que toute demande de remplacement de ponceaux doit être déposée auprès du service de l'urbanisme. Enfin, un rappel important est fait concernant la conformité des piscines résidentielles. Depuis mai 2021, toutes les piscines, peu importe leur date d'installation, doivent répondre aux nouvelles exigences de sécurité prévues par le règlement provincial, notamment en ce qui concerne les clôtures et les dispositifs d'accès sécurisés. Les techniciens du service de l'urbanisme effectuent d'ailleurs une tournée d'inspection afin de vérifier la conformité des installations.
La Ville de Prévost invite donc l'ensemble de ses citoyennes et citoyens à demeurer attentifs à ces mesures qui visent à renforcer la sécurité, favoriser la protection de l'environnement et améliorer la qualité de vie collective. La Ville de Prévost a procédé à la revitalisation des parcs Lesage et Chopin en remplaçant le sable de certaines aires de jeu par du paillis, une initiative qui permet d'améliorer la qualité et la sécurité de ces espaces destinés aux familles. En plus d'offrir un environnement plus agréable pour les enfants et leurs parents, ce changement contribue à réduire la présence de guêpes de sable qui, bien qu'inoffensives, deviennent souvent nombreuses vers la fin de l'été dans les zones sablonneuses au Québec. Par ce projet, la Ville de Prévost démontre sa volonté de maintenir des lieux de loisirs conviviaux et sécuritaires, favorisant ainsi le bien-être et la tranquillité des usagers et des usagères. La municipalité de Saint-Hippolyte souhaite informer ses citoyens des principales décisions issues des séances extraordinaires du 24 septembre et du 1er octobre, ainsi que de la séance ordinaire du 1er octobre 2025 de son conseil municipal. Lors de la séance extraordinaire du 24 septembre, le conseil municipal a autorisé des modifications au contrat de construction du futur parc intergénérationnel au lac Conley. À la suite d'une inspection technique, il a été jugé nécessaire de remplacer les semelles isolées initialement prévues par des pieux forés, une mesure qui assure une meilleure solidité et durabilité des installations. Cette modification entraîne un coût additionnel de 71 500 $ tout en demeurant conforme à l'enveloppe budgétaire allouée au projet. Le 1er octobre, lors d'une autre séance extraordinaire, le conseil municipal a adopté le programme triennal d'immobilisation 2026-27-28, représentant un investissement total de 21 951 200 $. Ce plan stratégique, qui se l'échelonne sur 3 ans, encadre la réalisation de projets majeurs visant à améliorer les infrastructures municipales et à soutenir le développement harmonieux du territoire. Au cours de la séance ordinaire du 1er octobre, le conseil municipal a pris acte du rapport financier consolidé de l'exercice 2024, ainsi que du rapport du vérificateur externe. Les résultats démontrent une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques, avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 2 375 638 $ pour l'année 2024. Ces données témoignent de la solidité financière de la municipalité et de sa capacité à poursuivre ses projets de développement dans l'intérêt de la collectivité. Enfin, dans un esprit de soutien à la vie communautaire et économique, une aide financière de 1 600 $ a été accordée au journal Le Sentier pour l'organisation de la 2e édition du Rendez-vous des commerçants de Saint-Hippolyte, qui se tiendra le 5 octobre prochain au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Cet événement rassemblera les acteurs économiques locaux et favorisera les échanges avec les citoyens. La MRC des Laurentides a dévoilé ses tout premiers points d'intérêt culturel dans le cadre de sa signature territoriale vibrée au kilomètre carré avec le lancement du parcours à la rencontre des premiers peuples, une initiative unique développée en concertation avec des représentants et des membres des Premières Nations afin de valoriser leurs récits, leur savoir et leurs traditions et de permettre aux citoyens comme aux visiteurs de découvrir le territoire à travers leurs regards. Concrètement, ce parcours prend vie grâce à une série de panneaux explicatifs, de capsules audio et de contenus numériques accessibles par code QR installés sur des lieux emblématiques, notamment aux chutes aux Iroquois à La Belle, au mont Kaikop à Sainte-Lucie-des-Laurentides, au centre d'interprétation du territoire d'Amherst, au lac des Sables à Sainte-Agathe et dans la région de Mont-Tremblant, auxquels s'ajouteront le Sentier des Cimes en 2026 et le Centre culturel Kinawat en 2027. Ces points d'intérêt, qui s'inscrivent dans une démarche de mise en valeur du patrimoine immatériel autochtone, offrent une expérience immersive et sensible où les visiteurs peuvent voir, écouter et ressentir le territoire en se connectant à la mémoire ancestrale des premiers peuples. Pour Marc Lheureux, préfet de la MRC des Laurentides, la MRC a travaillé main dans la main avec des représentants, des membres de communautés et des entreprises autochtones afin que ce projet reflète leurs perspectives, leurs legs et leur connexion au territoire.
Il rappelle que cette initiative représente bien plus qu'un projet culturel, mais une volonté de bâtir un dialogue respectueux et durable entre cultures. Soutenu financièrement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par l'entremise du Fonds Région et Ruralité. Ce parcours innovant contribue également à dynamiser l'offre touristique de la région et à promouvoir un tourisme durable qui valorise autant la culture que l'identité des communautés qui habitent le territoire depuis des millénaires. La ville de Saint-Sauveur est fière d'annoncer l'adoption d'une déclaration de soutien aux organismes. Il s'agit d'une démarche qui témoigne de sa volonté d'accompagner de manière structurée et équitable les acteurs du milieu communautaire, culturel et de loisirs. Consciente de l'évolution constante des besoins de la population, la Ville souhaite, par cette déclaration, jeter les bases de sa future politique de soutien aux organismes dont l'adoption est prévue en 2026 et qui assurera une meilleure cohérence entre les ressources municipales disponibles, les besoins réels des Sauverois et Sauveroises, ainsi que la vision municipale pour le développement de son territoire. Cette initiative reflète l'engagement de la Ville à reconnaître et valoriser l'action bénévole tout en offrant un accompagnement adapté aux réalités de chaque organisme afin de consolider la collaboration avec ses partenaires essentiels qui contribuent à la vitalité et à la solidarité du milieu. Elle vise également à garantir un cadre propice à l'épanouissement d'une communauté saine, dynamique et inclusive où les organismes disposent du soutien nécessaire pour poursuivre leur mission auprès des citoyens. La Ville de Saint-Sauveur est heureuse d'annoncer la signature de la toute première convention collective de son service de sécurité publique et incendie. Une étape déterminante qui permettra la mise en place d'un nouvel horaire garantissant une couverture d'urgence complète 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette entente marque une avancée majeure car elle permettra de réduire considérablement le temps de réponse qui passera de 17 minutes à seulement 4 minutes, améliorant ainsi la rapidité et l'efficacité des interventions, tant en matière de sécurité que de prévention et de soutien lors de situations critiques. Pour rendre possible ce nouveau dispositif, le service sera bonifié de 14 postes permanents de pompiers, lieutenants et capitaines, assurant en tout temps la présence de 6 pompiers prêts à intervenir. Répartis en 4 groupes de travail, ces équipes se relayeront jour et nuit afin d'offrir une protection optimale à la population. Comme l'a souligné le maire Jacques Gariépy, cette convention est une avancée concrète et significative qui aura un impact direct sur la sécurité des communautés. Offrir une protection continue jour et nuit, c'est répondre à un besoin essentiel et reconnaître le rôle vital des pompiers, affirme le maire. Le directeur général Jean-Philippe Gadebois a pour sa part rappelé que cette démarche positionne Saint-Sauveur comme un chef de file régional en matière de sécurité incendie grâce à des services modernes, fiables et à une gestion innovante qui valorise les équipes et consolide des partenariats durables. Le directeur du service, Lucas Poulouf, a quant à lui insisté sur l'importance du facteur temps lors d'un incendie où chaque seconde compte et a tenu à remercier chaleureusement l'ensemble des pompiers pour leur engagement et leur dévouement de longue date. L'entrée en vigueur du nouvel horaire est prévue pour le milieu de l'année 2026 et un processus de recrutement sera lancé prochainement afin de doter le service des ressources nécessaires. Cette convention collective illustre l'engagement clair de la Ville de Saint-Sauveur envers la protection de sa communauté et souligne le professionnalisme et la collaboration exemplaire des membres du service de sécurité publique et incendie qui font de Saint-Sauveur un milieu de vie sécuritaire et à la fois résilient. Le printemps dernier, la Bibliothèque de Saint-Sauveur a inauguré avec succès sa bibliothèque de semences, permettant à de nombreux citoyens de choisir des semences à planter dans leur jardin. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre avec l'invitation à enrichir la collection grâce à vos propres récoltes. Les dons de semences doivent provenir de cultures exemptes de pesticides, d'herbicides et d'engrais chimiques afin de garantir une offre saine et respectueuse de l'environnement.
Pour participer, il suffit de placer vos semences dans une enveloppe en indiquant clairement le nom de la variété ainsi que l'année de la récolte. La bibliothèque reçoit les dons directement sur place durant 16 heures d'ouverture, soit du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 16h. Par ce geste, chaque citoyen contribue à bâtir une collection collective, accessible et diversifiée qui profite à toute la communauté. Pour toute information supplémentaire, il est possible de communiquer avec la bibliothèque au 450-227-0000 au poste 4121. La Ville de Saint-Sauveur, en collaboration avec la SORAC, annonce la mise en place d'un nouveau service destiné aux commerces et institutions de son territoire, leur permettant de déposer facilement leur appareil réfrigérant en fin de vie directement à l'écocentre municipal. Cette initiative s'inscrit dans une volonté claire de favoriser une gestion environnementale responsable des équipements désuets, en réduisant leur enfouissement et en limitant les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent. Grâce à ce service, les établissements disposent désormais d'une solution simple, pratique et durable pour se départir de leurs appareils tout en contribuant activement à la protection de l'environnement. Les appareils peuvent être apportés à l'écocentre de Saint-Sauveur, situé au 2125 chemin Jean-Adam, durant les heures d'ouverture habituelles. La Ville encourage vivement les commerçants et les institutions à profiter de ce service dès maintenant et à consulter le site de la SORAC afin de prendre connaissance des modalités de dépôt et de la liste complète des appareils acceptés à l'écocentre. La Ville de Sainte-Adèle est fière d'annoncer que son plan de mobilité active 2535 a été soumis au prix Leader en mobilité durable, une distinction qui récompense les organisations se démarquant par leurs actions concrètes en faveur des modes de transport durables dans les déplacements utilitaires. Ce plan d'envergure, qui trace les grandes orientations de la Ville de Sainte-Adèle pour la prochaine décennie, se retrouve désormais en lice pour le prix Coup de cœur du public, une reconnaissance qui souligne la qualité et l'impact des projets finalistes. Les citoyens et citoyennes sont invités à exprimer leur appui en votant pour ce projet phare qui incarne la volonté de Sainte-Adèle de favoriser la mobilité active et de bâtir un avenir plus vert et plus inclusif. La période de vote est ouverte jusqu'au 13 octobre et chacun est encouragé à participer afin de contribuer à la mise en valeur de cette initiative porteuse qui a déjà retenu l'attention des médias, notamment par des articles publiés dans la presse le 5 août dernier. Ce plan, dont le rapport synthèse est accessible en ligne, illustre la détermination de la Ville à promouvoir des choix de transport sécuritaires, durables et accessibles à l'ensemble de la communauté, tout en renforçant la qualité de vie des Adélois et des Adéloises. La Ville de Sainte-Adèle rappelle que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme constitue le cadre législatif qui encadre la planification et le développement du territoire au Québec, permettant aux municipalités d'assurer un aménagement réfléchi et durable de leur territoire. C'est dans cette perspective que la Ville a entrepris une démarche de planification intégrée avec l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, aussi appelé PPU, pour le secteur du Chanteclair. En l'absence d'un tel cadre, et puisque ce territoire appartient à des propriétaires privés, les projets de développement pourraient se réaliser sans vision globale cohérente. Or, le PPU vise précisément à encadrer ce développement afin qu'il respecte les priorités de la collectivité, les objectifs municipaux et les considérations environnementales. Fruit de plusieurs consultations publiques menées entre 2023 et 2025, le PPU propose un équilibre entre la volonté citoyenne, les orientations municipales et les intérêts des parties prenantes. Les principes retenus portent sur 3 axes majeurs: préserver les éléments identifiés par les citoyens, soit les 4 sommets, les corridors écologiques et récréatifs, ainsi que les éléments patrimoniaux. Structurer le développement de manière responsable, dont la planification du site en 4 secteurs, l'extension du chemin du Golfe, l'aménagement de sentiers de marche et de vélo, ainsi qu'une nouvelle porte d'entrée au réseau récréatif. Et aussi, favoriser la conservation avec entre 30 et 35 % du site sécurisé en zone protégée. Cette approche permettra de préserver des espaces sensibles comme les pentes fortes et les milieux humides, tout en encadrant la mise en valeur du territoire.
La Ville tient aussi à préciser certains éléments afin de dissiper des inquiétudes et rectifier les informations erronées. Concernant la circulation, des études complètes ont été réalisées et d'autres suivront en fonction du développement afin de s'assurer que le réseau routier et les structures de mobilité active soient adaptés. Si des correctifs sont nécessaires, ils seront intégrés dans les ententes de développement. Pour le réseau d'aqueducs et d'égouts, la Ville rappelle que des efforts importants sont en cours depuis près de 10 ans pour limiter l'acheminement de l'eau de pluie vers le réseau sanitaire. Parmi les initiatives, le projet des pentes 4080 qui permettra de réduire de 500 000 m3 par an la charge à l'usine de traitement, des campagnes de débranchement de gouttières ainsi que l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles institutionnels, commerciaux et industriels pour encourager une consommation responsable. Toute approbation de projet de développement doit par ailleurs faire l'objet d'une analyse stricte de la capacité du réseau et de l'usine à répondre à la demande. Enfin, la Ville rappelle que le droit de passage sur les sentiers du Chanteclair a toujours été précaire et dépendait du bon vouloir du propriétaire. Si une entente renouvelable signée en 2020 avait permis de maintenir l'accès, celle-ci n'a pas été renouvelée en 2025. Le PPU a donc été conçu pour pérenniser et sécuriser les sentiers du secteur, qui représentent un lieu emblématique du patrimoine identitaire et culturel de Sainte-Adèle et qui font partie de son histoire collective. Les citoyens et partenaires qui souhaitent contribuer à cette démarche sont invités à transmettre leurs commentaires et suggestions à l'adresse courriel ppu@vdsa.ca. Cette contribution citoyenne demeure essentielle afin de bâtir un projet structurant, cohérent et respectueux des aspirations de la communauté adéloise. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts invite petits et grands à enfiler leurs plus beaux costumes pour le traditionnel parcours de bonbons d'Halloween qui se tiendra le 31 octobre de 15h à 19h avec un départ prévu à l'angle des rues Saint-Vincent et Principale. Ce trajet festif permettra aux familles et aux enfants de s'arrêter dans différents commerces et organismes afin de remplir leurs sacs de friandises dans une ambiance chaleureuse et animée au cœur du centre-ville. La Ville rappelle également que les entreprises et organismes intéressés peuvent encore se joindre à la fête en participant à la distribution de bonbons, renforçant ainsi l'esprit de collaboration et de convivialité qui fait la richesse de cet événement annuel à Sainte-Agathe-des-Monts. La présidente d'élection de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts informe la population que, conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, une seule candidature a été déposée et acceptée pour chacun des 7 postes à pourvoir au conseil municipal. En conséquence, les candidats ont été proclamés élus sans opposition à la fermeture de la période de dépôt des candidatures et il n'y aura donc aucun scrutin le 2 novembre prochain. Les personnes élues sont Frédéric Brouet à la mairie, ainsi que Sylvain Marinier, Brigitte Voss, Nathalie Dion, Chantal Gauthier, Marc Tassé et Hugo Berthelet au poste de conseillers municipaux. Revenez-nous après la pause. Sport Coaching, le site de paris sportif numéro 1 au monde. Wow, bravo. Mais vous êtes où dans le monde? On est à l'international. OK, mais est-ce que vous êtes au Québec? On est dans l'Internet. Fait que mon argent s'en va À l'international? Dans l'Internet. dans l'Internet. Bon, ben, Sport Coaching. Quand vous choisissez l'Auto-Québec, le seul site de paris sportifs et de casino 100% légal et local, ça reste au Québec. Bonjour. Salut. As-tu des nouvelles de Luc? Ouais, j'en ai eu. OK. Il est super content de son nouvel emploi. Grosse journée en vue. Ouais, comme d'habitude, j'ai pas mal de factures à gérer. Encore aujourd'hui, il existe un écart réel entre les hommes et les femmes. Un écart salarial dû à la sous-évaluation des emplois féminins. Bon appétit. Bon appétit. Ensemble, nous pouvons corriger cette situation.
Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts annonce que la bibliothèque Gaston Miron accueillera jusqu'au 30 novembre prochain l'exposition La faune sauvage en images d'Alexandre Lausier, un photographe autodidacte originaire de Mont-Roland dont la démarche artistique s'inspire profondément de la nature et de la vie sauvage. Cette exposition se veut une invitation à réfléchir à l'importance de préserver notre environnement et ses habitants en mettant en lumière à travers une série de photographies empreintes de patience, de discrétion et de respect, la richesse et les émotions du monde vivant. Chaque image incite le spectateur à observer et à ressentir pleinement la beauté et la fragilité de la nature, traduisant ainsi une philosophie où l'humain doit apprendre à cohabiter avec les autres espèces en tant que témoin et non comme acteur dominant. L'artiste, qui se définit comme un capteur sauvage, adopte une démarche de vie qui rejoint le bien-être de soi et celui de la nature, cherchant à se faire discret lors de ses explorations nomades pour ne pas laisser de traces et pour traiter chaque rencontre animale avec une attention respectueuse. Ces clichés, même pris dans l'intimité la plus rapprochée, témoignent de cette approche et transmettent une multitude d'émotions, un instant capté à la fois. Un vernissage a eu lieu le 28 septembre dans le cadre des Journées de la culture et a offert au public l'occasion de rencontrer l'artiste et de découvrir une œuvre qui illustre combien la nature sauvage, dans sa diversité, mérite d'être protégée et célébrée. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts a adopté lors de sa séance du 23 septembre dernier son plan d'action 2026 à l'égard des personnes en situation de handicap, réaffirmant ainsi son engagement à bâtir une communauté inclusive et accessible à tous. Ce plan regroupe une série d'initiatives concrètes visant à améliorer l'accessibilité des infrastructures, des services, des communications et des activités municipales pour répondre aux besoins variés des personnes vivant avec un handicap, qu'ils soient physiques, visuels, auditifs, intellectuels ou sensoriels. Parmi les actions déjà réalisées, notons l'installation de tapis d'accès à la plage Major en collaboration avec l'APHLPL, l'ajout d'une rampe d'accès à la plage Tessier, la mise à disposition de trousses sensorielles pour réduire la surstimulation lors d'événements municipaux, ainsi que la construction de bacs à fleurs adaptés permettant à tous de participer aux activités horticoles. Le plan s'articule autour de 7 mesures structurantes. Améliorer l'accessibilité à l'information et aux documents, adapter le milieu de travail et maintenir l'emploi, assurer l'accessibilité des immeubles et lieux publics, faciliter la participation aux activités municipales et aux services d'urgence, soutenir les personnes handicapées et leurs proches, développer des outils de communication adaptés et promouvoir les biens et services accessibles. Sa mise en œuvre repose sur une démarche collaborative animée par un comité consultatif composé d'élus, d'employés municipaux et de représentants d'organismes spécialisés tels que l'Association des personnes handicapées des Laurentides et l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides. Coordonné par le service du génie et réalisé en partenariat avec les différents services municipaux, ce plan témoigne de la volonté de la Ville d'agir avec transparence et rigueur, d'évaluer ses projets et d'adapter ses interventions pour bâtir un milieu de vie inclusif et équitable pour l'ensemble de sa population. Revenez-nous après la pause pour un reportage sur le musée Rodrigue à Saint-Sauveur, ainsi qu'un reportage sur la toute nouvelle station d'essence qui fera son apparition sous peu à Huberdeau. Sport Coaching, le site de paris sportif numéro 1 au monde. Wow, bravo. Mais vous êtes où dans le monde? On est à l'international. OK, mais est-ce que vous êtes au Québec? On est dans l'Internet. Fait que mon argent s'en va À l'international, dans dans l'Internet. l'Internet. Bon, ben, Sport Coaching.
Quand vous choisissez l'Auto-Québec, le seul site de paris sportifs et de casino 100% légal et local, ça reste au Québec. Bonjour. Salut. As-tu des nouvelles de Luc? Ouais, j'en ai eu. OK. Il est super content de son nouvel emploi. Grosse journée en vue? Ouais, comme d'habitude. J'ai pas mal de factures à gérer. Encore aujourd'hui, il existe un écart réel entre les hommes et les femmes. Un écart salarial dû à la sous-évaluation des emplois féminins. Bon appétit. Bon appétit. Ensemble, nous pouvons corriger cette situation. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Bonjour tout le monde, bienvenue au Musée Rodrigue. On est le 23 août et c'est aujourd'hui l'ouverture officielle du musée. Alors venez avec moi pour visiter nos 16 salles thématiques et plus de 5000 artefacts uniques dans un musée hors du commun. Alors, le musée Rodrigue, c'est un musée sur l'histoire du développement des Laurentides. Et tout a commencé dans les Laurentides avec le déboisement. On voit ici les outils antiques pour le défrichage, puis on évolue dans le temps avec des appareils à essence. Après le défrichage, ça a été l'agriculture qui a permis le développement de la région. Donc, on a ici plusieurs outils qui ont été utilisés à cette époque pour les agriculteurs du coin. Une de nos grandes fiertés au musée, c'est nos maquettes. Donc, on en a une ici qui démontre un peu le développement industriel des régions. Donc, tout commençait autour d'un point d'eau, autour d'une ferme, et les villages se développaient autour de cette section. Je suis particulièrement heureux de vous présenter mon musée. Je suis un peu émotif aujourd'hui de voir tout ce beau monde-là autour de moi. Pour moi, le musée, c'est une passion qui date de longtemps. Et quand on voit tout ce monde-là, la famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes parents, mes amis, mon DG qui fait une bonne job, je deviens émotif un petit peu. C'est difficile de transmettre. C'est difficile de transmettre toutes les émotions. Mais c'est une passion qui a commencé il y a longtemps. Et j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. J'ai été chanceux d'avoir du monde autour de moi qui m'ont aidé. Et j'aimerais ça transmettre cette passion-là aux plus jeunes aujourd'hui, parce que c'est important que les générations qui nous suivent comprennent que les petites bébelles grosses de même qu'ils ont dans leurs mains aujourd'hui, ça vient des grosses machines qui ont été inventées il y a longtemps. C'est un des objectifs ici, c'est de servir un peu de base éducationnelle pour les jeunes. Je ne sais pas si on va réussir à atteindre cet objectif-là, mais toute ma vie, je me suis fixé des objectifs inatteignables. Je pense que ça en était un, puis je l'ai réussi. Je suis bien fier aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir continuer dans la même veine. Pas de formation de muséologie, non. Non, aucune formation. Moi, je suis un opérateur de machinerie. Mais de ma mère, je pense que j'ai hérité le désir de bien placer les choses en ordre puis propre. Je pense que ça vient de mes parents, l'éducation que j'ai eue. Alors, on essaie de transposer ça aujourd'hui. C'est pas mal de fun. Comme je raconte, la mission du musée ici, depuis plusieurs années, on donne tout notre argent à la sclérose en plaques, pour la recherche à la sclérose en plaques. Et à partir du 1er janvier 2026, on va transmettre ça, on va changer ça. On va donner nos profits à la dystrophie musculaire. Parce qu'il n'y a pas d'organisme régional pour soutenir la dystrophie musculaire. Je pense que c'est une nécessité qu'on ait ça. Alors,
c'est pas mal inatteignable comme objectif, mais je pense qu'avec une volonté populaire puis une volonté gouvernementale, on est capable d'atteindre ça. Moi, j'ai une autre passion, c'est conduire des pelles mécaniques. Puis là, mon fils, qui est propriétaire de l'entreprise, a bien hâte que je recommence. J'ai mis toutes mes énergies sur le musée depuis 8 mois, mais je vais recommencer à chauffer mes pelles mécaniques, là, j'ai bien hâte. Ça fait plaisir. Donc, on est dans la section de Josaphat Rodrigue, le grand-père de Claude Rodrigue, qui était un homme de multiples talents, comme Claude d'ailleurs. C'était un entrepreneur général, il travaillait dans la construction, dans l'agriculture, il y avait des vaches, il faisait un peu de tout. Donc ici, ça représente son atelier. Alors, d'un côté, on a la menuiserie, de l'autre côté, on a la forge. On a ici un artefact vraiment précieux. C'est la première cloche qui a monté le Petit Train du Nord pour la première fois avec le curé Labelle. Après quelques sorties, le train a eu un accident. La cloche est devenue un clocher d'école et après avoir été transportée dans une autre école, on a eu la chance de la récupérer. Donc, on a vraiment un artefact très précieux des Laurentides. Puis attends, j'en ai un autre. Comme je disais, les maquettes, c'est vraiment la fierté du musée. Alors, on a ici une des plus belles salles de trains miniatures au Canada. Ce que je trouve le plus intéressant dans le musée, c'est l'aspect éducatif, où on en apprend vraiment à chaque place qu'on regarde. Par exemple, ici, on voit comment les ponts sont construits. Donc, il y avait une structure avec un moteur à vapeur qui aidait à planter des pieux ou des beams de bois. Et ensuite, au fur et à mesure, la structure du pont était construite et toute la structure avançait pour planter les pieux et construire le pont au fur et à mesure. La plus belle pièce du musée, selon moi, c'est notre Rio 1911, une REO. Dans le fond, c'est un véhicule qui fonctionne encore à ce jour. Si on mettait une plaque en arrière, on pourrait aller faire le tour de Saint-Sauveur. Bien entendu, je suis le commandant Robert Piché, puis je fais partie de cette inauguration du musée Rodrigue aujourd'hui, parce que quand M. Rodrigue m'a appelé, il m'a dit « Hey, j'aurais une petite section à faire dans l'aviation. J'ai une couple d'artefacts dans l'automobile, dans les trains, dans les bateaux, puis j'aimerais avoir une section aviation, fait que j'aimerais que tu viennes être porte-parole de cette section-là. » J'avais un petit doute dans ma tête, parce que je me suis dit, bien peut-être qu'il y a 3-4 bebelles dans son garage, puis il veut populariser le tout. Mais quand je suis arrivé ici, puis j'ai fait la visite du musée avec lui qui est en construction pour l'inauguration qu'on vit aujourd'hui, j'ai tombé en bas de ma chaise. J'ai remarqué que ce type-là, il a commencé avec un rêve. Son rêve est devenu une passion. Puis la passion pour le rêve, que ça fonctionne, ça prend de la détermination. Puis vous demanderez à n'importe qui visite ce musée-là, c'est pas croyable tous les artefacts qu'il y a ici de toutes les années. Il compte une histoire de A à Z. Je vais vous donner juste un exemple, les outils. Les outils que son grand-père utilisait, perfectionnés par son grand-père, perfectionnés par son père, puis que lui, il utilisait quand il était en actif au point de vue administratif. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un super de musée. Je suis content d'associer mon nom à ce musée-là. Et j'invite toute la population du Québec, quand vous passez par Saint-Sauveur, cherchez ou googlez Musée Rodrigue, puis il faut vous passer par Saint-Sauveur pour venir voir ce musée-là. C'est une affaire extraordinaire, puis je pense que c'est un événement unique dans tout le Québec. Comme vous pouvez voir ça ici, c'est une dame qui m'a remis cette photo-là. C'est toutes des photos qu'elle a prises dans ma première biographie, puis elle a fait un montage. Ça, c'est l'uniforme que j'avais lorsque j'ai atterri aux Açores avec la casquette. Ça, c'est le 20e anniversaire. J'ai fait une pancarte spéciale pour le 20e anniversaire que j'ai donné à Claude. Ça, c'est un vieux cendrier que ma mère avait dans les années 50 à Québec, qui a passé le temps, que je l'ai récupéré à un moment donné. J'ai fait un don au musée. Ici, vous avez le trophée Robert Piché. Vous avez un autre trophée que j'ai reçu, l'avion le 330 que j'ai volé. C'est toutes des affaires que moi, je fais affaire avec la Fondation Aérovision du Québec. On peut voir le Panthéon de l'air et de l'espace du Québec. Fait qu'ils ont fait un trophée qui porte mon nom. Puis à tous les 3 ans, ils donnent le trophée à quelqu'un qui s'est démarqué dans une situation d'urgence au Québec. Et j'étais le premier récipiendaire, bien entendu. Et ça, c'est le trophée original qu'on donne. Puis après ça, ils donnent une petite réplique plus petite pour que le gars garde, que la personne garde ça chez lui. Fait que c'est un peu notre espace, c'est pas terminé. On a été pris de court un peu par le temps. On a fait ce qu'on a pu, mais à venir jusqu'à date, ça va bien. Puis la Fondation Aérovision du Québec, ils veulent commémorer justement l'histoire de l'aviation au Québec.
rester dans la tête des gens. Surtout que les jeunes aujourd'hui ne sont pas au courant qu'il y a déjà eu une historique au Québec d'aviation. Et ça, bien, ça permet aux jeunes, quand ils vont venir visiter le musée, de voir qu'il y a tout un historique avec l'aviation, que ça n'a pas commencé hier matin, que ça fait un bout de temps que ça fonctionne. Voilà, c'est notre participation pour le musée Rodrigue à Saint-Sauveur. Bonjour. Content de ta première pelletée de terre? Très content. C'est un grand jour pour Huberdeau, comme tu sais. As-tu un petit mot que tu voudrais dire aux citoyens d'Huberdeau et des environs? Bien, je suis content Je suis content de leur offrir ce futur service de proximité. Ça va être bénéfique pour l'ensemble des citoyens. Comment ça va fonctionner? Il va y avoir des employés? Il va y avoir comment? C'est-tu comme une station qu'on connaît, là, comme d'habitude? Comme qu'on le connaît, comme d'habitude, prépaiement à l'extérieur. Vous allez obtenir votre coupon cash, vous allez pouvoir quitter, ou sinon, si vous voulez, vous faites un prépaiement à l'intérieur du Richelieu. Vous allez pouvoir mettre de l'essence après. À l'intérieur, tu vas avoir comme un piton, si on veut, qui rouvre la pompe pour ceux qui ont payé. Oui, ça, c'est obligatoire. Toute station-service destinée à monsieur, madame, tout le monde, ça prend un opérateur. Ah oui, hein? Oui. Est-ce que la rivière, là, c'est un défi, oui, tout ça? Là, du tout. Non, ça a été, finalement, c'est correct? Aucun défi. Non, c'est pas le défi, hein? Non, zéro. Parce que t'es proche de la rivière, là, fait que là, il faut... Non, mais il y a une zone... il y a un terrain en arrière de la station-service qui ne m'appartient pas. Fait que c'est pas directement un bord de rivière. OK, excellent. Fait qu'il n'y a aucune problématique. C'était quoi le défi le plus grand là, que tu as eu dans... arriver à aujourd'hui la première pelletée de terre? Le financement, probablement. Oui, un peu. Oui, financement. Permis. C'est l'ensemble qui a été difficile. On se souhaite bonne chance, Éric. Merci beaucoup. Merci. Bien gentil. À tantôt. Tantôt. Merci beaucoup, Éric. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2024-2029, lance une démarche participative afin de recueillir l'opinion de ses citoyens et partenaires sur les types de commerces qu'ils souhaiteraient voir s'implanter sur le territoire. Ce sondage vise à adapter l'offre commerciale aux besoins et aspirations de la communauté, permettant ainsi à la ville de mieux comprendre les attentes de la population et d'orienter ses actions de façon cohérente et durable. La participation des résidents est donc essentielle pour bâtir une ville qui leur ressemble et chacun est invité à prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage et contribuer activement à l'avenir commercial de Sainte-Agathe-des-Monts. Grâce à cette initiative, la ville souhaite construire avec et pour ses citoyens un milieu de vie dynamique, accueillant et véritablement en phase avec les besoins collectifs. La municipalité de Val-David est fière d'annoncer l'ajout d'une nouvelle murale à sa collection d'art public. Intitulée « Rassemblement au coucher du soleil », une œuvre participative dirigée par l'artiste laurentienne Elisabeth Wally et réalisée avec la contribution de la communauté. Dévoilée le 27 septembre dernier dans le cadre des Journées de la culture, cette création de 8 pieds par 12 pieds, peinte sur bois et enrichie d'une expérience en réalité augmentée accessible via l'application Artivive, illustre un paysage laurentien vibrant et pixelisé, collines, lacs, forêts et couchers du soleil, mêlant art traditionnel, technologie et participation citoyenne. Elle reflète l'identité créative et solidaire de Val-David, comme l'a souligné la mairesse Dominique Forget, et s'inscrit dans une démarche culturelle soutenue par le ministère de la Culture et des Communications du Québec en partenariat avec l'Atelier de l'Île. L'œuvre étant visible sur le mur arrière de l'atelier, face à la piste du Petit Train du Nord, où les visiteurs peuvent vivre l'expérience interactive en scannant le code QR adjacent. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.